bien. Bon matin à toutes et à tous, ou bien bon après-midi pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent virtuellement à travers le pays. Je voudrais commencer en vous disant que nous sommes heureux de vous rejoindre des territoires traditionnels des Squamish et du peuple Squamish. Nous reconnaissons et respectons le gouvernement des Premières Nations à travers la région, la province et à travers le Canada. Et avant que je ne commence aujourd'hui, je veux aussi noter en particulier pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent virtuellement que nous avons un petit changement de programme et nous allons continuer avec la cérémonie de remise des prix après. Et donc ça devrait être bref, c'est entre 5 et 10 minutes. Pour ceux d'entre vous qui sont ici, ça veut dire qu'on aura notre dîner et on continuera jusqu'à 1 heure. Donc j'espère que ceux d'entre vous qui nous participent virtuellement, vous pourrez nous rejoindre pour cette cérémonie. Deuxièmement, je voudrais aussi remercier FCM, le gouvernement du Canada, grâce auquel cette session est possible à travers le pays, grâce à leur financement par le programme donc, de gestion des avoirs municipaux. Donc, Asset Management BC est heureux d'avoir quatre pionniers de la gestion des avoirs au Canada qui ont participé à cette session aujourd'hui. Guy Filliot, Conrad Sue, Regent Raisin et Rolly Well vont partager leur point de vue sur la façon dont les gestions des avoirs a évolué au Canada et les actions et les initiatives qui ont façonné la gestion des actifs au Canada. Je vais parler un petit peu de notre panel et j'espère que vous appréciez, que j'ai ajouté vos biographies respectives. Quoi qu'il en soit, Guy a obtenu ses PhD d'ingénierie de l'Université Sierra London après des études à Ottawa et avec des années de consulting. Il a commencé sa carrière comme professeur d'université à l'UCLA et ensuite il est revenu au Canada au début des années 90. Il a passé 2 ans comme un consultant et a donc rejoint le Conseil de recherche nationale pour devenir à la tête du groupe de recherche de réhabilitation urbaine. Sa recherche qui a été entreprise pour le groupe s'est portée sur la recherche de solutions pratiques aux difficultés d'infrastructures urbaines, y compris la gestion des actifs. Et c'est pendant cette époque qu'il a mis au point le concept et qu'il a mobilisé pour créer le guide national pour la structure internationale qu'on connaît InfoGuide. Conrad Sue. Conrad a le bureau d'infrastructure pour la ville d'Edmonton en 2000. Le bureau a développé et a mis en œuvre des stratégies, des outils, des processus pour répondre aux besoins de renouvellement des infrastructures à Edmonton au cours des 2 dernières décennies. Il a participé à plusieurs initiatives de gestion des actifs au Canada. Il a été invité à participer à de nombreuses conférences et séminaires. Il a maintenant pris sa retraite depuis 6 ans et il enseigne à temps partiel à l'Université de Colombie-Britannique. Ray John Andres. Ray John Andres est un spécialiste de gestion des infrastructures avec 49 ans d'expérience comme ingénieur civil. Il s'est spécialisé dans la gestion des actifs pour les systèmes et la mise en œuvre et la planification des infrastructures urbaines. Son travail a compris et présenté des cycles et des principes au Walkerton, à l'Institut de Walkerton, et président du panel expert pour le système de et la technologie et le fondateur de la table ronde pour l'infrastructure durable et le groupe de travail d'infrastructure durable. Il a aussi président le travail pour la carte de rapport d'infrastructure Canada. Parmi d'autres, et Wally Wells. Tout le monde connaît Wally. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Enfin, je vais vous le présenter de toute façon. Donc, Wally Wells est un ingénieur enregistré avec 52 ans d'expérience. Il a travaillé pour beaucoup d'agences gouvernementales et secteurs privés et 31 ans en faisant donc pendant 31 ans en 2004. Il est devenu le premier directeur exécutif de l'Ontario. Donc, et ensuite, après avoir déménagé à Nanaimo en 2006, il est devenu le premier directeur exécutif du nouveau groupe qu'on connaît, qui porte aujourd'hui le nom de Asset Management BC. Asset Management fait partie de sa carrière de consultant où il a développé les pratiques de la compagnie d'une certaine expertise. Il a été le directeur et président de Canadian Public Works Association. Il a participé dans beaucoup des activités dont il va vous parler aujourd'hui, y compris InfoGuide, donc les systèmes d'infrastructure, la technologie, le groupe de travail et la communauté de pratique à travers le Canada, y compris Asset Management BC. Donc, bienvenue, membre du panel, et pour moi, c'est un honneur et un privilège d'être parmi vous et donc d'animer vos sessions.
Évidemment, animer vos sessions sera un peu difficile parce que ces 4 personnes aiment raconter des anecdotes. Et je vais faire de mon mieux pour qu'ils ne débordent pas sur le temps qui nous est imparti. Donc mon travail est un travail qui s'annonce difficile. Donc souhaitez-moi bonne chance. Donc commençons. Donc le premier domaine, avant les années 2000, donc on a géré les actifs depuis que nous étions décret, c'est avant l'an 2000 où on est dans les deux mots, asset management, c'est devenu quelque chose de différent. Et que si on prend du recul pour revenir aux années 80-90, comme certains d'entre vous peut-être ont un peu une nostalgie pour cette époque, et certains d'entre nous n'étaient peut-être pas nés, mais je peux me rappeler des choses comme la mort de Disco, Big Hair, et les Edmonton Oilers, la dynastie des Edmonton Oilers en hockey sur glace, E.T., l'extraterrestrial et le Titanic dans les années 90, les gros films, et aussi la population en dessous de 22 millions, le recensement de 22 millions de Canadiens en 1981. C'est la commission Brooklyn nous a les premières initiatives de durabilité, qui est un truc très important, et qui a été élargi plus tard dans les années 90 pour inclure, et nationalement, on a vu l'environnement est devenu un sujet très important dans les années 90-90. Et dans les années 90, l'élimination de la dette est devenue un thème majeur, et donc on a inventé cette phrase, faire plus avec moi, au niveau local dans les années 70 et les années 90, l'infrastructure, et on a commencé à parler d'environnement, mais c'est devenu clair que l'infrastructure hydroélectrique s'est détériorée et que la dette réduction était donc des objectifs contradictoires. Maintenant, pour le panel, je vais poser les deux questions suivantes. Quel était votre point de vue sur ce qui s'est produit avec la gestion des infrastructures avant l'an 2000, et quelle était votre introduction à la gestion des actifs au début? Vous pouvez répondre à une question ou deux, ou à aucune des questions. Enfin, je vais commencer avec Guy. Eh bien, merci. Oui. Disco, oui. En pensant avant les années 90, même les années 90, et j'irais même avant ça, parce que quand nous faisions, par exemple, la gestion, par exemple, du goudronnage, les principes étaient les mêmes. Et pour revenir, je pense que tout le monde sait que la gestion du goudronnage est venue du travail du corps des ingénieurs aux États-Unis pour l'aviation américaine. Donc, à la fin des années 70 déjà, nous faisions déjà de la gestion du goudronnage avec Ralph Haas, et écrit un certain nombre d'ouvrages sur la question. Donc quand je pense de ceci, quand je pense à des évaluations et l'évaluation des besoins pour le goudronnage, on était si heureux. Il faut voir sur ce transport ces 5 parce que quand j'ai commencé à faire cette gestion, à l'époque, c'était mettre les données sur une bande magnétique. Ensuite, on l'a envoyé quelque part aux États-Unis, et donc les États-Unis l'exploiteraient et nous enverraient les résultats. Maintenant, le micropapier est venu avec Dina PSA de IBM. Vous vous rappelez de ceci, les floppy disques et le disque dur qu'on avait. J'étais content d'exécuter ceci sur nos bureaux. Et donc, ça, pour moi, c'était l'introduction à la gestion des actifs, mais vraiment pour les routes. Et quand j'y rejoins le Conseil national de la recherche, et à l'époque, en 1990, le gouvernement fédéral n'utilisait pas le mot municipal, quel que soit le titre, donc bien qu'on travaille même pour les municipalités. Et on a commencé le programme, et on l'appelait le recherche de réhabilitation urbain, et c'est devenu le plus grand programme de recherche qui traitait de recherche municipale. Maintenant, quand je vois ceci, Conrad, l'un des premiers projets que nous avions fait, c'était à la ville d'Edmonton, et on voulait voir qu'est-ce qui provoquait
toutes les fissures dans les trottoirs, et ça coûtait des millions pour réparer donc le goudron. Donc imaginons, nous sommes au Conseil de recherche nationale, qui est la plus grande institution de recherche au Canada, et on a un groupe qui essaie de savoir sur les trottoirs d'Edmonton, pendant que d'autres choses, les autres faisaient de l'aérospace et des tas de travail. Donc ma difficulté à l'époque, c'était de convaincre nos meilleurs chercheurs au Canada que ça valait le coup d'examiner les fissures dans les trottoirs d'Edmonton. Maintenant, ça a bien fonctionné parce qu'en fait, la ville de Québec a adopté le même programme qu'on avait adopté pour Edmonton, et c'est devenu la gestion des actifs des trottoirs. Et en même temps, il y avait cette idée sur laquelle il ne fallait plus que chercheurs, il fallait créer des centres d'expertise, et c'est quand CRU a été créé en 1994, et le centre de l'avancement de la technologie a été créé aussi. Non, mes chercheurs n'étaient guère contents parce que payer pour ces deux contributions venait de notre budget de recherche, mais ça c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être plus tard. Donc vous êtes dans le monde de la recherche. Vous étiez à la fin. J'étais dans le vrai monde. Je concevais, je construisais, et je peux vous dire que le mot gestion des actifs n'existait pas dans mon vocabulaire dans les années 70, dans les années 80. J'ai été présenté à ceci dans les années 90, mais dans les 70 et 80, c'était l'environnement et les évaluations environnementales. Que Glenn a mentionné ceci dans ce qui passait dans le monde des consultants, et beaucoup d'entre vous auxquels j'ai répondu, nous n'avions pas ce vocabulaire. J'ai été présenté à ceci, j'ai vu des choses que cherchaient les chercheurs. Ok, très bien, je vais aller concevoir ceci. Mais vers la milieu des années 90, j'avais un projet de la ville de Hamilton. Et si vous connaissez Hamilton, vous connaissez Leo Goyer, un visionnaire dans la gestion des actifs, et j'ai beaucoup appris de lui. Quoi qu'il en soit, le projet était un projet de gestion des actifs sur 5 ans. J'ai besoin de savoir ce que nous avons et savoir comment gérer tout ceci. Et donc, c'est ainsi que j'ai eu mon introduction à ceci, et comme ingénieur, j'ai une approche du bas vers le haut. C'était un programme de 5 ans, recueillir des données, analyser les conditions. Et c'était une entreprise longue et compliquée. Et au milieu du projet, on m'a dit, OK, time out, j'ai besoin de réponses maintenant. Donc, j'ai eu quelques avions dans le ciel, ils vont tomber du ciel, et donc je vais avoir un incident d'échec dans mon système, et je ne peux pas me le permettre. Donc, nous avons tout renversé. Au lieu de faire une chose du bas vers le haut, on est parti du haut vers le bas. Et pour moi, ça a été le développement et un moment d'éclairage, une révélation. Les 6 questions de la gestion des actifs: qu'est-ce qu'on a, quel est leur état, qu'est-ce qu'il faut faire, combien il faut, quand, comment et combien. Et c'était à la fin de cette époque. Avant ceci, la gestion des actifs n'existait pas vraiment. Mais vous avez aussi participé dans beaucoup d'activités. Quand on pense de cette lacune dans les infrastructures, et encore, je ne veux pas enlever le lustre de Cognac, mais on parle de ceci, et les chiffres qu'on disait, 57 milliards de dollars et 123 millions de dollars. Et en fait, je disais, vous savez que ma calculatrice n'a pas assez de zéro pour rendre compte du déficit, et on n'aura jamais cet argent dans la banque, donc peu importe. Et que quand on est sorti avec une citation particulière qui a finalement pris son envol. Oui, donc, merci. Je vais aussi, bien que les pratiques, beaucoup d'entre vous qui travaillent pour les municipalités. Donc, je vais utiliser Edmonton comme un exemple pour vous raconter une histoire de comment la gestion des actifs a commencé à Edmonton. J'utilise Edmonton, mais en fait, c'est vrai pour les villes au Canada. Donc,
Je vais commencer en vous montrer ce graphique qui est donc c'est un graphique sur 100 ans. En l'an 1900, et l'axe X, c'est le nombre de kilomètres d'égout. Donc si vous voyez le goût, Edmonton a connu certaines périodes de croissance. D'abord la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et ça grandit dans les années 70, mais à cette époque, le Canada a aussi connu une croissance. Et évidemment, on a eu les années 90. Combien d'entre vous se souviennent que vous payez des taux d'hypothécaire de 19%? Vous en rappelez peut-être. 19% de taux hypothécaire. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle tant du taux hypothécaire aujourd'hui? Donc, c'était vraiment difficile à l'époque. Et pendant cette période, en raison des taux d'intérêt élevés, on a eu cette récession. Et quand les taux d'intérêt étaient si élevés, les municipalités ont commencé à couper leur budget, réduire donc les emprunts. Aussi, quand vous coupez le budget, où coupez-vous le plus? Dans la maintenance. Vous pouvez voir les résultats tout de suite. C'est difficile à couper. Ensuite, en faisant des taux d'intérêt élevés, on a commencé à payer la dette. Donc oui, on remboursait la dette, mais nous avions une dette différente. Et ça, c'est la dette de l'infrastructure qui n'était pas maintenue ou entretenue. Aussi, dans les années 90, les municipalités, vous pouvez tous comprendre ceci, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans les municipalités, notre première ressource de revenus, c'était le ticket modérateur et les taxes municipales. Et on se fie beaucoup sur les gouvernements pour recevoir des subventions des années 90. Mais il y a aussi eu des coupures dans les subventions gouvernementales. Donc pour les années 90 et 90, il y a une réduction énorme en termes de budget et de budget de fonctionnement. Et il y a eu une réduction importante dans la façon dont on gère et pour maintenir l'infrastructure. Et vers les années 2000, la ville d'Edmonton a commencé à mettre sur pied un plan financier à long terme. Ils ont identifié qu'il y avait des lacunes, des lacunes d'infrastructure. C'est la différence entre nos besoins et les ressources disponibles pour satisfaire les besoins de l'infrastructure. Quand ça a été présenté du conseil d'administration, ça a été reçu avec fraîcheur. La lacune est trop grande, vous essayez de nous faire peur. Et en raison de ceci, l'administration a reconnu qu'il nous fallait mieux définir nos besoins. Et un bureau de l'infrastructure a été créé en février 2000 dont le mandat consistait à définir nos besoins et développer aussi des solutions pour combler les lacunes de l'infrastructure. Et donc on a commencé des processus et autres ont commencé à travailler sur la gestion des savoirs. Mais on avait des très bons mentors à l'époque. Il en est l'un d'autres. Vous êtes venu chez nous en 1990, il faut parler de ceci. Mais nous avions aussi beaucoup d'aide et beaucoup de mentorat. Par exemple, par le docteur Ralph Haas, si je me rappelle bien, Dr. Ross qui est décédé, qui a fondé l'université de Waterloo, et Dr. Saïm Ross de l'université McGill. Donc, ils ont été des pionniers qui nous ont dirigés, conduits. Donc, c'est un compte génération, si vous voulez. Donc, en fait, c'est comment on a commencé dans la gestion des actifs. La seule chose que je voudrais ajouter, je siège au conseil d'administration de Canadian Board Association, et donc on a eu beaucoup d'interfaces à l'époque. Nous aussi, par les conférences à l'international, on a beaucoup participé et beaucoup appris sur la génie publique en Australie, qui a publié l'un des premiers manuels et beaucoup de ceci. Et on a eu beaucoup de discussions avec les Australiens et ils ont plaidé coupables. Et je vous dire, alors quoi, ils étaient coupables? Beaucoup de personnes nous ont dit, c'est quoi la gestion des actifs? Et ma réponse, c'est combien de décides avez-vous géré des actifs? Parce que vous avez ces actifs et tout ce que nous avons fait, malheureusement, c'est
c'est de prendre... et donc, on a mélangé le monde entier parce que ça existait déjà. Les Australiens ont dit, oui, on est coupable, on l'a fait, mais c'est important, mais y compris certaines activités, mais cette interface avec FPWA avait été très importante. Et même encore aujourd'hui, on a cette interaction et c'était mon expérience pour les années 90 et aussi vivre toutes les expériences. Allez, Monsieur le Président, je vous rends la parole. OK, merci. Si vous voulez passer à l'ère suivante. Oui, absolument. J'ai oublié, je vais parler. À l'époque, au tournant du siècle, l'infrastructure. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? OK. Donc, j'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce que tout ceci, il y a eu un renversement au tournant du siècle, l'infrastructure à cette époque. À cette époque, la Seconde Guerre mondiale avait 50 ans et les constructions des années 70, entre-temps, l'âge moyen de l'infrastructure, c'est 50 ans, mais les tuyaux peuvent durer 80 ans et les routes un peu 30 ans. Donc quand son infrastructure est déjà surannée et ces infrastructures a déjà passé sa durée de vie utile, et puis d'autres infrastructures approchent de la fin de leur vie utile. C'est la raison pour laquelle, soudain, un certain nombre de municipalités, aussi les résidents, se sont rendus compte que notre infrastructure est en train de se détériorer. C'est très bien. Il faut que je continue parce que j'allais peut-être me donner une tapette de satisfaction en me disant, bon, ben, ils respectent les horaires, mais je vais passer maintenant à l'ère suivante, aux années suivantes. Trunk, levez la main. Qui est né après l'an 2000 dans cette salle? Très bien. Non, je comprends l'âge du groupe. Quoi qu'il en soit, on est des années 50. Quoi qu'il en soit, en 2010, la chose dont on va parler, c'est la création de l'industrie de la gestion des actifs. Donc un petit peu sur, si on revient par exemple au fait comme c'était 1999, ensuite l'ère suivante pour les panélistes, elle ne s'est jamais produit vraiment, parce qu'on se souvient tous de Y2K, il fallait survivre à Y2K, mais on a réussi à survivre, et donc je savais qu'à l'époque il fallait passer des vedeuses, les iPods ont été introduits, et Early Insert Manager, c'était le regard de l'avenir des médias sociaux, et cette décennie nous a aussi amené des troubles globaux, et évidemment l'attaque terroriste du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. Ça nous a amené en 2007 la récession globale. Ensuite, le cyclone Katrina a dévasté la côte du golfe du Mexique. Ça a été l'un des plus grands désastres des cyclones. Du point de vue de la gestion des actifs, c'était une période de croissance active et la création d'une industrie de la gestion des actifs au Canada. Globalement, le changement climatique et l'impact humain sur la planète ont été acceptés comme des vérités par la plupart. L'infrastructure est devenue une question nationale avec la création de l'Infrastructure Canada et le groupe de travail sur la gestion des actifs et table ronde pour l'infrastructure stable. Au niveau local, à Walkerton, les principaux de la gestion des actifs ont été intégrés et commencé à devenir réglementés. Donc la question pour les panélistes, si c'était une période importante de progrès pour la gestion des actifs, de votre point de vue, quelles étaient les activités les plus influentes, les activités les plus importantes qui ont fait progresser l'industrie de la gestion des actifs pendant cette période? Voilà. Vous avez raison, c'était une période importante. Quand je regarde dans le rétroviseur, il est intéressant de voir l'évolution de la gestion des actifs et où on en est aujourd'hui, et comment on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Mais je peux vous dire, on essaye, j'ai eu mes moments de révélation, et j'ai appris ça dans un livre qui s'appelle Ahead of the Wave. FCM a publié ce document, et je les remercie pour l'avoir fait. C'est probablement la gestion des actifs pour les nouveaux. C'est très simple ce qu'on essaie de faire, il n'y a pas de magie.
simplement gérer des actifs et quoi dépenser et où investir. Et en même temps, c'est une circonstance, qui sait ce qui se passe dans le monde. On a eu par exemple l'incident de Walkerton, peut-être l'incident le plus méchant dans l'histoire de l'eau en Ontario et au Canada. Et les gens sont même morts d'une contamination de l'eau. Et donc il y a eu une enquête qui a été mise sur pied pour savoir mieux faire ceci. J'ai été heureux de présenter à la commission la gestion des actifs et le versant financier de ceci. Je n'aurais jamais pu le faire s'il n'avait pas écrit le livre Ahead of the Wave. Je me serais senti qualifié, mais le message est arrivé à Walkerton et donc on a eu beaucoup de recommandations sur la gestion financière compte tenu de la durée de vie des actifs. Et donc je mentionnais ça rapidement, ce qui s'est passé quand on prend du recul. Je voulais aussi me parler rapidement de la feuille de route de la technologie, qu'on essaie de savoir. Il faut comprendre où sont les objectifs clés de la gestion de notre infrastructure. Et donc, certaines parties se sont réunies. Canadian Center for Civil Engineering, ce qui s'appelle maintenant Engineers Canada. C'était CCP à l'époque. Canadian Works Association, représenté, qui est à ma droite, Guy Fellio, et on s'est rassemblés, on s'est dit, faisons cette feuille de route ensemble pour essayer de savoir où aller. Et je ne me suis pas rendu compte en voyant ceci à quel point ce document était important, et je crois qu'au point où je vois, il est mort sur son bras, il a ce dossier toujours avec lui pour lui rappeler ce qu'on essaie de faire et ainsi de suite. Et c'était un document très important. Et j'ai eu le privilège de présider le panel des experts qui a passé en revue des informations qui provenaient de plusieurs réunions qui ont été animées par Guy et plus tard qui ont été reprises par le groupe 4 à l'université Queen's. Ian Moore, si vous connaissez ces noms, et nous avons un consensus national sur 10 objectifs et 10 recommandations. Et nous avions donc à un horizon de 10 ans, la création de la table ronde, la création et l'importance d'un réseau d'experts et sur des centres d'excellence, ou les recommandations qui venaient de ces sites. Vous pouvez voir, ça a commencé à nous diriger vers là où on devait aller. Donc je m'arrêterai là et vous laisser certaines des choses qui ont suivi après. Et après, vous avez eu cette idée de cette infoguide. Oui, vous insistez sur ma recherche, mais j'étais un chercheur pratique par rapport aux chercheurs théoriques. Donc, c'était vraiment de trouver des solutions concrètes et en réaction à certains des besoins de l'industrie. Je vais faire un lien aussi à ce que disait Wally sur l'Australie, LPWA, et l'importance de ces liens. Et je veux vraiment m'assurer que les personnes vont se souvenir et qui nous regardent ici, que l'Australie et le Canada et la Nouvelle-Zélande ont commencé à peu près en même temps à produire de la gestion des actifs. Maintenant, ils étaient bien mieux que nous au Canada en termes de promotion de ce qu'ils faisaient. Que nous, on l'a fait à l'interne. L'autre chose aussi, l'Australie et les Néo-Zélandais, ils aiment venir en Colombie-Britannique parce qu'ils peuvent aller faire du ski dans les Rocheuses. Et c'est un endroit parfait pour eux. Je dis ceci parce que en Australie, ça a vraiment commencé vers 2000 avec Dr. P.T. Burner. Et c'est elle, dans mon livre, qui a inventé l'expression gestion des actifs, et c'est la terminologie qu'on utilise aujourd'hui. Et en même temps, qui faisait ceci, on cherchait comment est-ce qu'on va définir les meilleures pratiques qui vont aider le consultant qui a besoin d'aide, ceux qui ont besoin d'aide, l'association qui a besoin d'aide, et c'est là où le concept InfraGuide est né. Il est né en 1997-98. Le Conseil de la recherche nationale a été convaincu que c'était une bonne chose, et donc ils ont financé un groupe, y compris moi, pour promouvoir
ceci a pris le pouls des consultants et des municipalités. Et le résultat, c'était oui, c'est utile. Et donc en 2001, le Conseil national FCM a reçu une subvention du Conseil du Trésor du Canada et Infrastructure Canada, grâce auquel ils ont pu bâtir ce programme. Et vous pouvez avoir accès aux meilleures pratiques. Si vous les avez besoin, je peux vous donner le site internet. Oui, bien sûr. Et on a même l'épinglette. Surtout que j'ai trouvé j'ai des épinglettes même dans mon sous-sol chez moi. Mais c'était vraiment 55 meilleures pratiques. Et je me rappelle des discussions qu'on a vues sur ceci, comment on va rédiger ceci. Et mon ami Wally m'a dit ici, on va se porter sur le pourquoi, parce qu'il nous faut dire aux gens pourquoi on fait ceci. On va se porter sur quoi, qu'est-ce qu'il nous faut faire, mais on ne va pas se porter sur le comment, parce que le comment est lié à la technologie, et la technologie va changer, et donc si vous incluez le comment, eh ben, votre document va vieillir rapidement. On a fait ceci, et ces 55 meilleures pratiques sont toujours utilisées aujourd'hui. Encore une fois, en travaillant sur ces solutions, ça m'a mené à commencer à voir qu'est-ce qui se faisait du point de vue du changement climatique. En 2005, Ingénieurs Canada et le protocole de la Colombie-Britannique a dit c'est un sujet important et que donc on essaie de voir ceci avec le changement climatique. Il y a eu un autre moment pendant cette période qui a été très important pour nous et pour la gestion des actifs. L'InfraGuide est mort de sa belle mort. Avec 350 bénévoles qui ont été abandonnés parce que c'était des gens qui travaillaient sur la question. Et donc, ce que je dis, où les ingénieurs échouent, c'était donc l'InfraGuide. Ensuite, les comptables, y compris avec l'aide d'un ingénieur, avec le conseil des comptables, et a travaillé sur quelque chose qui a été une étape importante. Oui, c'était assez intéressant. Vous êtes un comptable, n'est-ce pas, de formation, et je vous connais. Mais vous vous souvenez, ces jours, en 2007, le document 150 est le 1er janvier 2007. Et en 2009, les gouvernements locaux doivent rendre compte des coûts, les coûts et la durée d'amortisation. C'est financier, mais en même temps, vous devez considérer les conditions, la durée de vie de l'infrastructure. Et tout ceci a été expliqué en milieu de la section 150. Ils ont des pratiques commandées, et c'est ce à quoi ils parlaient. Et donc, j'étais le seul ingénieur avec des comptables, et c'était une expérience intéressante, mais c'est une expérience utile. Ça souligne l'importance de ces deux disciplines qui travaillent ensemble, et donc il faut faire progresser donc la gestion des actifs. Donc c'est une étape très importante dans l'histoire de la gestion des actifs. Je vais aussi commenter sur certaines des choses que vous avez dites. L'Infrastructure Canada a été créée en 2002, avant que ça existe comme une branche. Et ensuite, en même temps, ils ont commencé à présenter des programmes de financement, et l'infrastructure a été créée pour donner un financement pour l'infrastructure au Canada. 2004, c'est une date très importante pour moi aussi. Il y a eu une élection fédérale en 2004, mais il y a aussi une élection en Alberta et des élections municipales. Dans les trois élections, l'infrastructure est devenue un des thèmes importants des élections, et ça montre que les politiciens ont compris l'importance et les besoins pressants de l'infrastructure, et ceci a aussi créé un niveau élevé de sensibilisation pour nous et pour les années qui ont suivi. Il y a eu beaucoup plus de programmes de financement du fédéral
pour aider donc les municipalités. Dans ce cas, je crois que nous avions atteint donc on nous sommes arrivés. On n'a pas, on ne sait pas ce qui se passe. C'était donc on ne peut pas communiquer. On est arrivé parce que le gouvernement fédéral donnait un financement et la gestion était en haut donc de l'agenda. Donc ce que vous avez dit sur etc. c'est que le fait que dans les années, et je vais laisser Wally en parler, oui, on s'est rendu compte qu'une industrie, que c'était une activité multidisciplinaire. On a commencé avec cette industrie. C'est différent de ce que les autres pays ont fait. Et on a dit que maintenant on peut dire que, vous allez voir, on est en train de bâtir. Il faut comprendre comment la gestion des actifs en Colombie-Britannique existe. Et c'est, on va y arriver. Le gouvernement fédéral a dit que c'est pas notre responsabilité, et ce n'était pas le cas. Et c'était par le lobbying, avec beaucoup d'hésitations, le gouvernement fédéral a dit on va financer une structure. Eh bien, mon Dieu, ils ont continué à ajouter initialement le financement, c'était pour le Conseil du Trésor. Évidemment, le Conseil du Trésor a dit ce n'est pas notre rôle, dans la structure a été créée. Plus tard, ça a été payé, ça a été modifié, etc., pour nous permettre d'être un ministère avec le ministère. On a mentionné InfoGate, j'ai eu le plaisir de siéger au Conseil de gouvernance. A dit 350 bénévoles. La fois InfoGate, ça a été de mettre sur pied des comités pour les séquences pratiques avec des praticiens sur le Canada. Donc peut-être que vous avez participé à ces comités. InfoGate a aussi recruté dans chaque province. Et c'était en BC, j'étais encore le directeur exécutif de ceci. Et ça nous a donné, ça nous a aidé à pousser des infrastructures localement pour établir des ateliers. Quand ce rapport sur la technologie a été fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, mais l'une des choses importantes sur ce qui a vraiment changé vraiment de l'infrastructure au Canada, vous voyez par exemple une personne qui n'est pas là, la main qui était le président des ingénieurs Canada. Je ne crois pas que Conrad était à cette réunion. Il a beaucoup participé à ce rapport. On a pris ce rapport à Infrastructure Canada. André Junot était le sous-ministre. À l'époque, il a appelé le sous-ministre. Il a dit et on est allé au merci pour la réunion. Tous les responsables d'Infrastructure Canada étaient là et la question clé, c'était important. C'était vraiment changer. Et on a dit, ces gens au sous-ministre, remercie pour avoir écrit le chèque pour des milliers et des milliers de dollars pour ce que vous faites. On est heureux et on espère que vous allez continuer. Mais on a une question pour vous. Est-ce que vous, Infrastructure Canada, vous voulez être une agence qui se contente d'écrire des chèques, ou est-ce que vous voulez être un joueur actif dans la gestion des actifs au Canada? Et André s'est croisé les bras, il s'est reposé sur l'envers de sa chaise, il a dit je crois qu'on veut être un intervenant actif, et c'était l'une des décisions les plus importantes au Canada pour chacun d'entre nous, parce que s'il se contentait d'écrire des chèques, eh bien, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc chacun d'entre nous, on a dit merci, nous sommes ici et on va rester avec vous autant que vous voudrez. Et 20 ans plus tard, on est toujours là. Et je crois que l'une des choses qui est sortie, que Conrad l'a mentionné, on en parlait ce matin, Edmonton, l'une des choses qu'on disait à Infrastructure Canada, on est fatigué, on va tous se faire, il a mentionné une chose, Edmonton, ils ont fait ce rapport rapide, et on a dit excusez-nous, et c'était collectivement de chacun d'entre nous et de nos associations. Ce que Edmonton a fait avec le programme de gestion des actifs et leur stratégie, c'est de vous montrer qu'ils sont en difficulté, pas vraiment, mais ils seront des difficultés s'ils ne le font pas. Ils nous ont donné il y a $1,5 milliard à dépenser sur les infrastructures, et c'était vraiment un moment
de révélation pour Infrastructure Canada et essayer d'arrêter de financer des mauvais comportements. Et ça a été vraiment important. Et donc, ils ont assimilé cette remarque. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de choses, des programmes, etc. C'est vraiment où certains, d'où vient cette pensée intellectuelle. Et donc, de ce rapport, on a eu une table ronde et j'ai été à laquelle j'ai participé. C'est pas allé aussi loin qu'on le voulait, mais un commentaire qui est sorti de ceci, c'est le comité d'infrastructure qui était de Canada. Non, 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 non. Beaucoup d'infrastructures à payer pour ceci. L'auteur de ceci qui aujourd'hui qui est toujours valide, et nous avons mentionné, nous avons demandé on a eu 3 questions. Qu'est-ce que c'est que gestion des actifs? Pourquoi est-ce que la gestion des actifs? Et comment faire la gestion des actifs? Et comme il nous a dit, ces questions, on a répondu. Après beaucoup de discrétion, on a choisi de ne pas répondre au comment. Et même, on pense ici même en Colombie-Britannique, on pense même à travers le pays. Et donc la législation pour les gouvernements locaux dans les territoires et les provinces, c'est provincial ou territorial. Les Premières Nations sont gouvernées par des accords, des traités et des tas d'autres choses pour le gouvernement fédéral surtout. Donc, et les tailles, les populations, vous pouvez citer des centaines de différences dans nos communautés, la culture est autre chose. Donc il n'y a pas une solution pour tout le monde. Et c'était là où on est allé. Je vais terminer avec ceci. On dit, l'une des choses qu'on a apprises par le comité national, c'était, il y avait, je crois, 20 personnes qui siégeaient, je crois. C'était très divers, avec des tas de politiciens, des ingénieurs, des gens du monde de la finance, des ingénieurs. Et une leçon clé qu'on a apprise et qu'on a ramenée, c'est que c'est pas l'un de nous qui est concerné. Et quand on est à MBC, ça a été vraiment un moteur pour nous. C'est chacun d'entre nous, quoi que nous fassions, comment on le fait, on est tous mobilisés dans toute l'organisation. Et je m'arrêterai là. Non, tu vas pas tenir, il faut que tu dis-toi du don't stop. Parce que c'était critique. C'était à Starbucks. C'était Starbucks. Quand nous, on rédige ce rapport, on a dit à Infrastructure Canada, qu'est-ce que vous allez faire? Et encore, Mr. Junot a pris un peu de recul, il s'est croisé les bras. Il dit, on peut faire ça. Il a regardé certaines recommandations. Il a dit, c'est pas vraiment nous, ça c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous n'étions pas prêts. Donc, il nous a jeté un coup d'œil avec je retarde cette réunion. Soyez de retour dans 2 semaines. Je veux les mêmes personnes dans la salle. Et donc, ce dont parle Roche, c'est probablement, c'est une réunion capitale qui a eu lieu dans Saint-Padio à Starbucks, Small Street, avec une table pour 4. Et c'est une réunion nationale à l'époque de Gestion des Actifs Canada sur une table d'un patio. Et donc, on a rédigé un brouillon sur comment on allait répondre à cette question et ce que nous comptions faire. Et avec ce plan en place, on a dit, OK, très bien. On a donc répondu à Infrastructure Canada. Et c'est grâce à ceci on est arrivé là où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on savait, on a eu une vision à l'époque, mais quelles sont les petites étapes que vous prenez? Et les journaux au gouvernement fédéral, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'était vraiment surprenant et ça nous a vraiment réveillés. L'engagement, et vous avez parlé d'André Gino, le sous-ministre, l'engagement pour faire des choses. Et son engagement pour faire des choses, c'est le fait qu'il a financé le groupe de travail national sur la gestion des actifs avec Thierry Benario, qui était là, et ils ont créé en sortant que l'industrie et tous les acteurs de l'industrie allaient contribuer. Et je sais, on est vraiment terrible à trouver des acronymes. On a WAMLOC,
on a IBC, on n'est pas très très bon à ceci, mais aussi que de notre point de vue, le groupe de travail qui a créé ce cadre, qui a créé beaucoup d'autres documents, parce que vous parliez de PA après 156 SSC, ils avaient fait une étude sur comment lier ceci à 150 avec la gestion des actifs. Il y a un sondage qui a été fait, et vraiment entre le groupe de travail de gestion des actifs, la table ronde nationale, eh ben, on a ressenti le besoin d'avoir cette communauté de pratique. Et c'est là où M. White est ici, a décidé de quitter l'Ontario et de déménager à Nanaimo. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé à travailler sur le reste la décennie suivante. Maintenant, en 2006, j'ai déménagé et j'ai été en contact avec Glenn parce que c'est une petite communauté. Et j'ai appelé Glenn, j'ai dit, OK, je suis ici. J'avais pris ma retraite et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire à propos de ceci? Et un monsieur à ma droite avait une vision pour vraiment commencer à créer de Asset Management BC. Et pendant qu'il travaillait pour la province à l'époque, il avait un travail à temps complet. Et moi, j'étais en retrait. Il a dit, je n'ai pas d'argent. Et j'ai dit, OK, j'ai une passion pour la gestion des actifs. Je vais le faire. Et ce qu'il m'a dit, il m'a dit, oui, eh ben, fais-le. Fais-le, carrément. Ne posez pas de questions, simplement fais-le. Si il faut demander d'être pardonné, je m'en fous, allez-y. Et c'est là où on a vraiment commencé avec la communauté des pratiques, telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Il y avait quelques d'autres groupes similaires au Canada. Et on va peut-être y revenir plus tard. On a été très, très, très engagés à travers tout le Canada, avec tout aussi, on fait le partage d'informations. Et l'une des choses qu'on a faites, je vous le mentionnais, et j'y reviendrai plus tard, j'ai mentionné l'Australie plus tôt, très, très tôt. Vous nous posez, parce que la gestion des actifs, c'est pas Glenn ou la province, c'est vous surtout. Nous sommes là pour vous. Si vous n'aviez pas besoin des ressources et de l'aide que nous pouvons vous apporter, eh ben, on ne serait pas là. Dites-nous ce dont vous avez besoin, on a essayé de vous le procurer, c'est important. La dernière chose qu'on a appris, c'est que ça devait être multidisciplinaire et c'est ce qu'on a fait, c'est engagé toutes les disciplines. On cherchait de la formation parce que vous vouliez de la formation. On ne voulait pas une formation exclusive. On est allé en Australie, on a trouvé un programme en Australie avec l'aide et la direction de Glenn. La province a financé la première formation au Canada qui a été tenue quelque part en Colombie-Britannique. Quand était là, et David a dit peut-être qu'on va le faire. Glenn a dit oui, je vais le faire. Et donc nous avons eu la première session avec des formateurs Australie en Colombie-Britannique. Et donc tout a commencé là, et NBC, grâce à des arrangements multiples, a donc offert ceci. Donc c'est vraiment où je veux vous appeler les avec ce qui est ici. Beaucoup d'entre vous, David Cool, les coordinateurs, même la direction, c'est-à-dire vous avez mobilisé 30 personnes dans 5 ateliers. Donc les gens, même s'ils ne faisaient pas la gestion des actifs, tous les services, d'une forme ou d'une autre, est mobilisé. Il voulait que son personnel comprenne qu'est-ce que c'est que la gestion des actifs et n'était pas mise de côté. On m'a accusé la première année, on m'a dit que, et il m'a dit un jour, je suis un petit peu fatigué que tu te plaignes des silos, arrête-toi, ça suffit. Et je l'ai gardé comme un CEO et je lui dis, comme premier dirigeant, et je lui dis, quand vous avez votre organisation et votre gouvernement en dehors des silos, j'ai arrêté de parler, c'était la fin de la conversation. Parce que c'est une question que nous avions avec où on travaille verticalement alors qu'on essaie de travailler horizontalement. Et beaucoup de... Donc, Glenn, je vous rends la parole. Eh bien, avant que vous fassiez ceci, je vais vous laisser revenir à 30 secondes. Je ne peux pas être 30 secondes. Il y a un groupe qu'il faudrait mentionner. C'était le réseau
canadien de la gestion active, et c'est une organisation nationale et similairement au niveau local, ceci a joué un rôle très important dans sa communication à travers le pays. Et ils ont dit que c'était 5 municipalités ou 4 municipalités. Finalement, ils ont dirigé certains consortiums. Très bien. J'ai mentionné que 5 secondes. Ça a commencé en mai 2007 à Hamilton. Ça a été depuis en 2017 cette communauté. Les 5 municipalités, c'est Montréal, Halifax, Ottawa, Hamilton, Calgary et Burnaby. Ok, très bien. Merci. Allez-y. Mais je vais noter 2007, Hamilton. J'avais un transparent ou un acétate que j'ai utilisé souvent qui a réparti le coût par personne pour les services tels que, par exemple, l'eau potable, les eaux usées, le café, le lait et autres. Je crois que ce qu'ils cherchent à dire, qu'ils essayaient d'augmenter le coût ou les frais de l'eau de 10 sous par personne ou quelque chose comme ça. Et vraiment, ça a provoqué une levée de bouclier. À l'époque, la personne dépensait $3 par jour pour un café à Starbucks. Donc, continuons parce que je commence à prendre du retard ici. Maintenant, parlons de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment où la gestion des actifs est devenue institutionnalisée au Canada. Pour nous, la Colombie-Britannique et tout le Canada a commencé avec les Jeux olympiques d'hiver à Vancouver et du Thèbes. Les Raptors ont gagné donc un championnat. Les Cubs ont gagné les séries mondiales. Le God of Thrones a eu en 2011. La première a eu lieu en 2011. Kim Kardashian a battu l'internat et les Black Panthers ont cassé donc le box office. Donc les médias sociaux, l'information a changé la façon dont on communique par Twitter, Facebook, Instagram et TikTok. Ce domaine aussi nous a amené Donald Trump et le Brexit. Et à l'heure où la gestion des actifs commence à grandir, c'est devenu institutionnel. Globalement, la gestion des actifs a gagné de plus en plus de pérennité dans les collectivités. Les outils de gestion des actifs formels ont été développés, ont été améliorés internationalement. Je crois qu'on en a déjà parlé. Nationalement, l'infrastructure et le financement de l'infrastructure continue à retenir l'attention des politiques, mais ils sont appuyés par les pratiques donc, de la gestion des actifs. Localement, les principes de la gestion des actifs sont adoptés et mis en œuvre à différents niveaux, parfois par des gouvernements fédéraux et provinciaux, d'autres fois par des locaux leaders et des champions sur le terrain au niveau donc, des collectivités. Donc, maintenant, le panel, une question pour chacun d'entre vous. Au cours de la dernière décennie, il y a une croissance supplémentaire pour institutionnaliser donc la gestion des actifs au Canada. C'était ça des points saillants de votre point de vue. Et peut-être, Wally, peut-être si vous voulez commencer à répondre à la première réponse, eh ben, je vais me porter sur toute la Colombie-Britannique parce que j'étais le directeur exécutif. À l'époque, c'était un moment de transition. Et David... je lui ai dit à l'époque, et j'ai dit, nous faisons la gestion des actifs parce que c'est divertissant, et c'est vraiment divertissant. Et il m'a appelé il y a quelques semaines, il m'a dit, je suis occupé, j'ai cette réunion, je ne peux pas te parler, si on a la conférence. Oh, d'ailleurs, c'est divertissant. C'est très important. Quand un programme de subvention qui est arrivé, il y a eu des liens à la gestion des actifs, et je dis à Glenn un jour, est-ce que vous avez fait parler de, vous voulez faire la gestion des actifs pour avoir une meilleure considération pour votre subvention, et qu'est-ce qu'on va dire? Et Glenn répondu, a dit, il nous a montré cette brochure qui va maintenant, ça a été transformé, traduit en français, et c'est le cadre de la Colombie-Britannique, et c'est ce sur quoi vous devriez travailler aujourd'hui. Il y a d'autres documents qui existent. Et si vous voulez, ramassez-les, je vais montrer-les.
C'est un document. On a des gens comme Colonel, par exemple, l'a utilisé pour essayer d'avoir un autre moyen, montre au conseil ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ça à 3 reprises, ils ont fait ce qu'ils vont faire. Et ça a été un document très important. On a mentionné la formation. David a parlé dans ses remarques d'ouverture sur le bulletin. C'est quelque chose dont je suis très très fier. On a développé ceci avec 37 additions. Je crois que c'est 38, avec 3 par an. Donc vous savez, vous êtes allé, la plupart d'entre vous ne pouvez l'avoir grâce à Brian. C'est distribué dans les provinces. Une liste qui va dans 5 pays, y compris l'Australie, les États-Unis, et donc même l'Afrique du Sud. Et ça a été les commentaires qu'on a entendus dans le sondage. On a parlé de choses positives, mais il faut toujours améliorer les choses, et on a toujours apporté des améliorations. On adore les cas pratiques, donc on a introduit des cas pratiques. On a essayé de s'assurer qu'on reçoit bien cette information pour vous. Voici certaines choses que nous avons fait. Vous entendrez davantage. Ce document est très critique sur là où on en est aujourd'hui. On a mis à jour notre mandat. Quand on dit qui est Asset Management BC, eh ben, on est là pour vous, on est du gouvernement locaux, on est là pour les Premières Nations. Nous avons beaucoup de représentants des Premières Nations ici. Oui, merci beaucoup pour être ici, et merci à Danny aussi pour le responsable des affaires autochtones. Merci de les avoir apporté ici. On fait plus de formation, parce que la différence dans les Premières Nations avec la gestion des actifs, il n'y a pas de différence, mais la différence, c'est le modèle du financement, et c'est plus le côté de mise en œuvre, le fait que vous avez des actifs, vous avez un inventaire, etc. C'est assez commun. Ça n'a rien à faire avec ce que vous avez fait. Donc ces choses s'adaptent, s'alignent, le changement des ressources, la formation. On fait de ce service beaucoup de mots sur l'optimisation des actifs. C'est pas seulement un plan. Donc, la gestion des actifs BC a évolué et va continuer à évaluer grâce au leadership de Glenn Even. Et Glenn a formé un comité de partenariat il y a 4 ou 5 ans, n'est-ce pas? Et ce que Glenn a pu faire, c'était convaincre beaucoup d'associations. Un exemple, province de PCA, Public Works Association, Insurance Authority, c'est l'assurance d'assurance. Peut-être que j'en ai oublié un ou deux. Ils payent un peu d'argent. Ils pensent vraiment que la gestion des actifs, c'est important pour eux. Et on le pense aussi. On a eu partenariat pour s'aider l'un l'autre. On a eu le groupe de travail sur la gestion des actifs. On l'a changé. Maintenant, c'est devenu Community of Practice. Et Wandel a été le co-président. Il est sorti de la communauté médicale. Si vous allez sur Google, Community of Practice, ça dit des gens identiques qui se réunissent pour la formation et l'éducation. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut faire, c'est un très très bon terme. Au Canada, on a développé des infrastructures. C'est arrivé, qui a été développé en 1994. Il y a Gestion des actifs Ontario, Manitoba est en train de former. Saskatchewan existe déjà, l'Alberta existe déjà. On a aidé et on a fait avec NWD, Yukon pour qui a dit notre partenariat avec nous. Je sais que Yukon, avec Waterway, aussi l'association, en fait partie. On a donc un réseau, le niveau de formation qu'on a fait, le financement a été dans WT, le Canada pour ceci. Et aussi ma funding, mon programme, vous savez, c'est notre ressource. Vous en faites avec. Voici un exemple que je vous mentionne, c'est un exemple de la collaboration que nous avons à travers le Canada. Les autres mandats que nous avons, on a dit toujours ne réinventez pas la roue, il y a beaucoup de temps et de ressources qui existent, et on peut revenir pour savoir ce que font d'autres, et c'est ce qu'on essaie de faire dans la gestion des actifs. Si on n'a pas les réponses, on essaie de vous trouver une personne qui a les réponses, on essaiera de vous trouver une réponse, et c'est de là où on est arrivé. Ben, merci Warley. Je voulais parler d'un autre activité importante qui a eu lieu, c'est les scores.
les scores de Canadian Infrastructure, les agents fédéraux ont commencé à participer. C'est la recommandation numéro 2 de notre feuille de route technologique. On voulait avoir une banque de données nationale. Donc, le gouvernement fédéral a constitué un conseil constitutionnel. On a tous siégé pour savoir ce qu'il fallait donc collecter. On a eu Statistique Canada qui était prêt à démarrer. Combien? Quoi qu'il en soit, et c'était, Canada était prêt, nous avions des sondages qui étaient déjà tout prêts, et un ministre fédéral qui a tout annulé au dernier moment. J'ai jamais compris pourquoi. Je pense qu'il ne pensait pas, qu'il n'aimait pas les réponses qui ont émané de ce sondage. Quoi qu'il en soit, 4 organisations de ce groupe qui a participé a dit, eh ben, on ne le fait pas carrément. Simplement, FCM, McBoonen, Adam Thompson, vous vous rappelez d'eux? Canadian Construction Association ont participé, CPWA, Rock Robinson était là, et CSC, et j'étais là, et Conrad, vous étiez là aussi. Donc, on a dit, OK, on va essayer de faire ceci, c'est important que ceci se passe. Donc, on a fait la première carte, Rose Waters and Water Systems, ont été couverts. Ensuite, en 2016, on a ajouté le transport en commun avec le CUTL, et aussi le sport et le domaine de loisirs. Il y a eu 16 rapports. Le rapport a été plus large et une vision qui s'est élargie. Et finalement, je crois que le gouvernement fédéral a apprécié la valeur de ce rapport et que ça n'accusait qui que ce soit. Ils ont créé l'information dont on avait besoin pour savoir quoi faire. Et donc, pour être bref, aujourd'hui, Infrastructure Canada a participé. Il n'y a pas un rapport formal d'information où ce rapport soit disponible. Et c'était une initiative très importante qui continue aujourd'hui, même aujourd'hui. Maintenant, on a Statistique Canada qui fait des rapports réguliers. Je vais ajouter, je vais intervenir. Je sais que c'est difficile. Donc, UBCM a pris la méthodologie des cartes et ça fait partie du sondage de gestion des avoirs. C'est la seconde partie du sondage de la gestion des actifs et que tous les gouvernementaires, que tout le monde doit faire pour recevoir un financement gouvernemental. La raison pour laquelle je n'étais pas à cette réunion, c'est parce que vous, comme comité, vous êtes venu me voir en 2010 et on demandait est-ce que vous pourriez faire une note d'infrastructure similaire à ce que d'autres ont fait ou l'Australie ou le Royaume-Uni. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de quelle était ma réponse, mais si vous ne vous souvenez pas de ma réponse, je dis allez-vous-en. Et vous avez demandé pourquoi. Écoutez, vous avez 2 organisations de lobby et 2 organisations techniques qui veulent remonter les manches, ils n'ont jamais travaillé ensemble. Eh bien, quelle réponse est-ce que je vais écrire pour vous et que vous allez accepter? Et ensuite vous êtes revenu 2 mois plus tard, vous avez dit qu'est-ce qu'il faut pour que vous le fassiez, et j'ai mis 3 conditions. Une des conditions, c'est que il n'y aura pas de recommandation, parce que vous avez mentionné aussi que Douglas Sutmers a plutôt, n'est-ce pas, professeur à l'université McGill. Eh bien, pour Saïd a été crucifié vraiment quand il a rendu compte sur le déficit d'infrastructure, je ne sais pas quand, en 1985, en raison de la méthodologie qui avait été retenue. Donc les gens n'aimaient pas ces chiffres et donc ils ont critiqué la méthodologie. Et donc j'ai appris de Saïd, j'ai dit très bien, je ne veux pas avoir de recommandation. C'était la première condition. La seconde condition, c'était de créer un conseil consultatif. Donc vous, de CSC, CPW et d'autres, vous allez administrer donc l'argent, donc vous payez donc les factures, mais le contenu était la responsabilité d'un conseil consultatif, 16 qui était constitué de 16 groupes, et le président était de Sénat. C'était Alain Gauthier d'Ottawa. Voici comment ça a été fait. Et quand le premier rapport d'instructeur a été publié en 2012, évidemment, CCA et tout ceci a créé les messages sur
quels étaient les résultats et que j'ai compté le nombre d'articles individuels qui ont été publiés, c'est la question. Rien de tout ceci. J'ai beaucoup de les CCS. Et donc, j'étais contente. J'ai pas été crucifié. Et que contribué avec d'autres, c'était venu du Canada. Canada. Et c'était toujours aidé de toutes les initiatives que nous avions eues pour nous. Mais votre expérience a été différente. Mais je veux, ensuite, vous avez créé de ces, vous ne pouvez pas être clair, parce que Ken et moi, on faisait le coup de président d'origine. C'est très bien. Une autre chose, vous pensez, 27% des ponts sont en mauvais état. Donc si vous utilisez un pont pour rentrer chez vous ce soir, il y a une chance sur 4 que le pont s'effondre sous le poids de votre voiture. Ok, bonsoir. Je veux reconnaître le temps. Donc si on peut continuer, je vais rapidement nous mentionner le programme. Donc on a parlé de le financement du programme fédéral par rapport à 30 programmes qu'on a pris depuis le début du siècle. Mais en particulier, la recherche, ça a été Infrastructure Canada qui investit au Canada. Et c'était, je crois que c'est très, très, très unique. Ça a été introduit en 2016. C'est sur 12 ans pour appuyer les territoires, le financement. Et aussi tout ceci a 2 programmes spécifiques de l'administration de FCM. L'un d'entre eux, c'est un EPP, entre références, c'est un programme de 110 milliards de dollars conçu pour aider la gestion des affaires. Et il y avait 4 choses. Sensibiliser des subventions aux municipalités, peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu des subventions de programme pour amuser immeubles, et aussi la mobilisation. Et en même temps, il y a eu un programme qui portait sur l'intégration du changement climatique, considération de la gestion des avoirs, et réduire les gaz à effet de serre, et c'est le programme SCI. C'est un programme pour d'innovation qui arrive à échéance cette année. Oui, il y a aussi une étape importante. Pour développer ceci. Donc, je veux ajouter quelque chose, les capacités, les outils, etc. Et vous avez ceci sur le transparent pour parler de ISO, 55000 et toutes ces normes de l'association gestion des actifs. Et 35 000 ou 2 sont en révision, je crois. Mais il y a eu une présence très forte du Canada et ses comités qui ont développé ces normes. Et ça faisait partie du pour ISO. Et l'autre chose dont on a parlé, les Premières Nations, et voilà, vous avez mentionné la présence des Premières Nations ici, et quand vous avez dit ne réinventez pas la roue, ça me rappelle du travail que les Premières Nations de l'Ontario, ces techniques de l'Ontario ont fait depuis 2017 avec la trace outil de la résilience pour les Premières Nations en 2019. Et ça a un module d'évaluation des risques climatiques, et ça aussi un module de gestion des actifs aussi. Et le modèle qui a été utilisé pour mettre au point
le module de gestion des actifs vient d'affaires municipales à Alberta, la trousse à outils qui a été fait par notre système, qui a créé donc ceci. Donc encore une fois, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que continue à construire sur les fondements de travail qui a été fait sur le passé. Très bien. Merci, panel. On va continuer. Je fais pas bien mon travail. Quoi qu'il en soit, l'avenir, donc qu'est-ce qui nous attend? Donc nous vivons à une année où John Jetson est né le 31 janvier 1982. 1922, une question je vous pose, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les artistes? Est-ce que les gens vont atterrir sur la planète Mars? Est-ce qu'on a vraiment répondu au défi du changement climatique? Est-ce qu'on peut vraiment donner une réponse à nos problèmes? Le logement, les soins de santé, et est-ce que les Vancouver Canucks vont gagner la Coupe Stanley? C'est des choses qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire à coup sûr. On ne sait pas ce qui nous attend, mais considérant là où on en est, avec la gestion des actifs au Canada, et ce que vous avez vu, je demande au panel, quelles sont les caractéristiques pour la gestion des actifs au Canada? Je veux vraiment aussi reconnaître que nous sommes un petit peu en retard, je veux laisser du temps pour des questions, donc je vais vous demander d'être très bref dans vos réponses. Je sais que pour vous, c'est parfois un peu difficile, donc Conrad, ok, très bien. Eh bien, je vous encourage de voir des gens qui se réunissent pour parler de la gestion des actifs et de voir le passé, voir le futur. On a fait beaucoup de travail pour intégrer les questions pressantes, collaborer entre nous et ce que les ministères et le gouvernement et l'éducation peuvent faire. Oui, on travaille assez bien, mais pour l'avenir, on peut même faire mieux à l'avenir. À l'avenir, on va améliorer comment on gère les infrastructures. Et je voudrais voir au-delà des infrastructures existantes. Il y a des occasions pour nous. Au-delà de ceci, vous pensez, quand on pense à l'infrastructure existante, il y en a beaucoup d'occasions d'intégrer ce concept de gestion des actifs au nom de la conception, le design et la construction et donc la gestion. Et ceci nous donne une belle occasion d'influencer les infrastructures plus tard. Une frontière dans mon esprit, c'est l'innovation avec la technologie. Et l'importance que nous recueillons et comment on recueille les informations et comment on les partage. Il y a des choses que nous n'avons pas encore conçues. Donc si ce n'est pas un monde pour les jeunes et pour ceux qui sont spécialisés dans la recherche et d'autres, eh ben, c'est vraiment le moment, c'est votre monde. L'innovation et la technologie, c'est l'une de ces nouvelles choses qui sont très intéressantes. Et on n'y arrivera peut-être jamais, ce sera un continuum. Donc ce qu'ils ont dit, plus, je crois que l'intégration parmi les disciplines, je crois que c'est essentiel. Une intégration avec, en portant surtout sur le service. Mon souhait personnel, si ça peut être réalisé, c'est que les achats ne soient plus faits sur le coût d'acquisition de l'actif, et que ce soit fait sur une analyse du cycle de vie de ces actifs, et donc on commence à considérer les risques climatiques dans l'équation de la gestion donc, des actifs dans le long terme. C'est un processus, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une tâche. S'il y a beaucoup de tâches, eh ben, la régulation est un exemple, c'est une tâche. Vous ne pouvez pas légiférer les processus quand il faut produire un plan, produire pour le gouvernement. C'est une tâche, il y a beaucoup de tâches. Et tout ceci, quoi que l'usage, la chose active va toujours être là quand vous prenez votre retraite. Et ce sera là quand je prends ma retraite. Et ce sera là pour toujours parce que dès lors que nous avons des actifs, il faudra les gérer. La gestion des actifs, si vous prenez ces mots, hors dehors de ce que nous faisons, ce qu'on dit aux communautés, on ne peut pas faire ceci, quoi que ce soit. On leur dit, on a géré des actifs pendant des décennies, c'est uniquement des bonnes pratiques professionnelles et des bonnes pratiques
On a discuté dans la panne ici il y a quelques années, en 25 ans, on ne va pas parler de ceci, mais aussi un avertissement. Et de notre Père a dit, le risque pour nous, c'est pas de parler, c'est que, eh ben, quand ce sera plus là, retournons à ce qu'on a fait, et que si on ne continue pas à en parler, que ce soit à un niveau élevé, on peut retourner dans nos vieilles façons de travailler plutôt que de nous focaliser sur les bonnes affaires dans la gestion des actifs. Et on a beaucoup de travail à faire et c'est l'avenir, c'est continuer sur cette entreprise. Je ne vois pas le bout de la route et je pense que je ne verrai jamais le bout de la route. Et je ne sais pas si vous verrez le bout de la route parce que dès lors que vous avez des actifs, nous avons un actif et il faudra le gérer. Et on aura toujours des actifs, vous avez même des actifs dans votre maison. Implicite, vous avez ça, vos fenêtres, votre chaudière, c'est partout dans nos vies. Donc, c'est là où il y aura la gestion des avoirs, c'est le business rapide, et c'est là où il faut aller. Mais vous assurez qu'on ne devient pas complaisant. Si vous êtes, il faut continuer à faire des choses pour continuer à travailler. Quand vous avez des bonnes entreprises, un nouveau processus tel que ceci, que vous voulez changer la culture dans l'organisation, vous devez continuer à faire attention à ceci pour éviter de retrouver des vieilles façons d'ajouter. Je vais ajouter quelque chose. Je crois que dans mon contexte, je viens du gouvernement provincial. J'ai travaillé à Cryan. On voit certains des programmes de financement. Et les gouvernements locaux viennent me voir et demander de l'argent. Et je dirais, vous voulez combien? Oh, je ne sais pas. Et il dit, ok, retournez calculer, il faut qu'on comprenne combien d'argent vous avez besoin. J'ai pris ceci pour UBC. Maintenant, je dis, je frappe à la porte de Brian pour lui demander d'ouvrir les cordons de la bourse, mais du point de vue UCM, cette information est si puissante. Et donc, je vois l'avenir, un endroit où ce type d'information, la base, et à l'avenir devient une nécessité. Je vais pas dire une contrainte, mais ça devient nécessaire. C'est une nécessité de faire affaire. Donc je vais vous laisser. Je veux que vous me donniez un mot qui résume l'avenir avant qu'on passe à la foire aux questions. Au-delà de l'existence, il faut partager l'innovation, intégration, amélioration continue. Ok, très bien. En 6 mots, génial. Ok, très bien. Ceci met un terme à la discussion du panel et maintenant j'ouvre la séance pour les questions. Avant qu'on passe aux questions, je veux aussi, excusez-moi, j'ai pas vu ce transparent ici. Ok, je veux remercier FCM et le gouvernement du Canada qui nous a aidés donc à diffuser ceci en ligne et je remercie tous les participants qui soient dans la partie virtuelle au Canada. Et s'il y a des questions pour les panélistes, veuillez les poser maintenant. Je vois que c'est une question qui a été posée par Todd Layton. Quel est le rôle que les médias ont joué dans l'entreprise de la gestion des actifs? Est-ce qu'on a communiqué activement dans la presse des consommateurs? Est-ce que quelqu'un dans le panel veut répondre à la question? Oh, je peux commencer certainement venant de Todd au Canada et le fait que la gestion des actifs était prominente surtout dans les médias à caractère plus technique. Je renverserai la question et parce que peut-être on a mal communiqué les avantages de la gestion des actifs aux médias généraux, aux communs des mortels, pour qu'ils puissent être nos porte-paroles avec le public. Et je reviens souvent longtemps quand je crois que je peux dire ceci maintenant, quand j'étais adressé, j'étais tellement fatigué d'avoir une mauvaise communication sur ce que nous faisions et je l'envoie à Todd et Todd va le publier avec les noms qu'il avait. Faire la même chose
aussi avec le Globe and Mail d'autre part, et même le président du Press au Canada, tant qu'ingénieur. Mais parce que je voulais que le message sorte, nous devons faire un meilleur travail pour donner les médias. Les médias vont prendre quoi que vous leur donnez et ils vont le publier. Et donc on ne fait pas un très bon travail, on n'est pas formé pour le faire, mais il faut faire un effort pour mieux communiquer avec le grand public en général. Mais je crois qu'on a appris de gens comme Todd, qui nous a aidé à faire sortir le message, parce on fait tous ces événements qui ont eu lieu, des événements dans un domaine particulier, parfois plus large, peut-être pas, et donc il fallait faire sortir tout ceci. Donc j'ai toujours apprécié les publications de Renew Canada, et on a vraiment aidé l'industrie de la gestion des actifs, qui était très importante. Et je crois que ça forme des opinions. On ne pouvait pas parler à tout le monde, mais les médias couvrent un domaine beaucoup plus grand. Et donc, je crois que c'est très, très, très efficace pour nous sortir ce message. Je sais que la personne très, très bien qui a écrit la question dans le magazine canadien. Il y a un changement pour l'infrastructure au Canada. Et il y a d'autres publications, moi-même et d'autres, qu'on a eu dans le Globe and Mail. L'un de nos rapporteurs qui a fait des actifs, et c'était après la situation où il y a eu des inondations de la ville et a contaminé les systèmes d'eau. Et donc la question qu'ils m'ont adressée, est-ce qu'on a mis toutes les usines de traitement d'eau, on l'a mis au mauvais endroit? On a dit oui. Donc on a dit, eh ben, où est-ce qu'on va les mettre? Eh ben, je veux dire, on ne va pas déplacer 100 milliards de dollars d'actifs. Il y a beaucoup de subventions qui existent pour protéger ces usines et protéger le système d'eau. Donc voici un exemple du Globe and Mail qui s'intéresse sur la question de savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi cette communauté devait évacuer en raison de l'eau. Et on voit ceci, si vous revenez, ça a été mentionné, commencer à faire, il y a beaucoup d'attention de la part des médias. On entend l'une des questions dont on a parlé avant des questions, l'organisation municipale pour ceux qui veulent se faire élire au conseil. Quand on parle de la question, la première question c'était qu'est-ce que c'est le service que vous coupez? On ne coupe pas les services. Et voici les messages que nous devons transmettre aux politiciens. Et ils sont améliorés. Et on parlait par les politiciens. Et je trouve pas ceci avec beaucoup d'entre eux. Ils veulent vraiment faire un très bon travail. Il y en a 7 qui veulent peut-être que pendant 4 ans, mais on trouve beaucoup d'attention. Voilà. Ils veulent comprendre notre situation. Ils ont compris mieux. Et donc cette communication à tous les niveaux, avec le conseil, avec les médias, avec les documents, c'est vraiment très, très, très important qu'on comprenne l'importance de leur propre vie, de ce que nous faisons, protéger donc les dollars qui sont utilisés. Les médias peuvent être un partenaire important. On peut travailler avec eux. Il faut être proactif. Une question ici, à la table numéro 9. L'interprète n'entend pas la question, la personne n'a pas de microphone. Je vous remercie pour avoir été des pionniers, parce qu'on a besoin de gens comme vous. Ma question, c'est que je trouve que personnellement, c'est toujours difficile de travailler la gestion. Et vous avez beaucoup de personnes
avec des expertises différentes, des connaissances différentes, et différents domaines pour essayer d'être au même endroit. Et souvent, vous avez les gens ne parlent pas la même langue. Et dans votre expérience, est-ce que vous devez le même sentiment? Est-ce que vous pensez qu'être dans l'entreprise pendant des décennies maintenant, que ça s'est amélioré avec le temps? Donc, j'ai appelé à Mme Wally que j'allais répondre parce qu'il a la même expérience. Ils ont tous les deux la même expérience. Et absolument, je suis d'accord avec vous en termes de langue, la question de la langue. Nous avions surmonté le problème de la langue quand on a créé le groupe de travail national de la gestion des actifs, parce qu'il fallait travailler avec des planificateurs, avec des officiers des finances, avec des comptables. Et ce que je vais vous dire, c'est qu'il vous pouvez parler, c'est que nous avons une réunion et nous étions à Montréal. Il y avait le directeur des finances de la ville de Montréal, il y avait le président de l'Institut canadien des planeurs et d'état d'ingénieurs. Et nous parlions, et il parlait de la maintenance différée, on parlait de déficit d'infrastructure, et nous avions des tas de problèmes à se comprendre, jusqu'à ce qu'on soit arrêté. On allait presque se taper dessus, surtout. Et donc, ils ont dit, OK, très bien, monsieur Finance, qu'est-ce que ça veut dire quoi, la maintenance différée? Ça veut dire quoi aux ingénieurs? On a passé peut-être une heure et demie ou plus pour définir la terminologie que nous allions utiliser. Maintenant, c'était à la fin de l'après-midi, on s'est donné dans un bon restaurant, avec des bonnes bouteilles de vin, et tout le monde était d'accord. Et le lendemain, on a été très productif. Mais c'est une question de s'assurer de comprendre la langue et qu'on ait la terminologie commune et que se connaître les limites des autres professions. Et clarifier les attentes que les autres provinces ont de vous. Une fois que vous avez établi ce cadre, ensuite vous verrez que le travail est très bon. Ce qu'on a appris de cette réunion, c'est que personne n'avait tort, c'est simplement avec la formation, et dans ce cas, les techniques et les finances ont des perceptions différentes de ce que ceci veut dire, la maintenance différée. Et on n'a jamais oublié ceci, parce que c'est vraiment critique à ce que vous dites. On a beaucoup de choses à propos de la langue, et que quand vous appelez ceci à notre attention, qu'on trouve une façon de régler ceci et d'en parler. Très bien, je ne vois... Il y a une autre question? OK, très bien. Merci pour votre présentation ce matin. Et je crois que vous n'êtes pas trop vieux, et donc que ceux-ci vont devenir gris. Je veux vous remercier pour avoir parlé de ne pas réinventer la roue, mais on continue. Il faut ajouter ceci, il faut continuer à ajouter des choses à cette roue. Je me considère qu'on est nouveau. Je viens de Kildanex. On a signé en 2000. Et ce que j'essaie de dire, c'est que de nos aînés, il y a quelques années, si vous ne nourrissez pas le cheval ne va pas vous servir. Donc il faut toujours nourrir ce cheval dont vous parlez. C'est notre actif pour que le cheval reste en bonne santé. Et oui, vous, dans cette salle, les jeunes, c'est vous, les chevaux. Oui. Et que si ça ne vous intéresse pas et que vous voulez je travaille, la personne qui est devant, qui a commencé pour nous, eh ben, le cheval va mourir. Donc je veux vous remercier. Mais j'ai aussi une question pour la personne qui parlait d'Edmonton. Anthony Hindi a affecté Edmonton. Merci. C'est très bien. OK, très bien. J'ai du temps pour une autre question. J'espère que la traduction en français va continuer. Merci pour
la présentation et les notes et tout. Pour la question des langues, est-ce que vous pensez qu'un processus de formation, de certification peut nous aider à parler dans la même langue et nous aider à comprendre les outils et les techniques qui doivent être standardisés, par exemple en Accept2 et puis MBS, pour la certification quand nous faisons la gestion des actifs. Donc, des choses similaires à ça, est-ce que vous croyez que ça pourrait aider pour faire progresser la gestion des actifs dans différentes organisations à l'avenir? Merci. Oui. Ma réponse rapide à la standardisation de la langue. La langue a déjà été standardisée. Je crois qu'on a des normes internationales. Ce qu'il nous faut, je crois, et s'il y a une communication, il faut faire l'effort de comprendre quelles sont les limites et quelles sont les attentes. Il doit y avoir un effort humain et que ce ne soit pas imposé par la formation ou autre. Je crois que ce serait ma réaction et ma leçon de l'histoire. Un peu ajouter, ensuite on terminera. Je vais choisir, vous avez répondu. Try to centralize the approach so that it's common across the country in some fashion. I think that improves the ability for rolling up information and knowledge for policies that return funding and approaches of how to do things like that. So ultimately, I think that convergence needs to happen. All right, I'm going to have to wrap this up. I do want to thank our panelists for coming today. I'm going to ask you just to stay there for now. I also want to thank everyone who's participated virtually. And hopefully you'll be able to stay on for the next 5 to 8 minutes. We've got a very short ceremony, but it's our inaugural ceremony for the Asset Management BC Awards. For those in the room, we're going to go to the ceremony, our awards ceremony. It will be short, it'll be succinct, it'll be wonderful, and then we'll have a break for lunch, and that lunch will go till 1. So